Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique de cette semaine qui reçoit une grande personnalité. Il est de formation médecin chirurgien. Il a été ministre de l'enseignement supérieur dans son pays, il y a de cela 27 ans. Il a été ensuite ministre de la Santé. Un jour, il s'était peut-être rendu compte que les choses n'allaient pas bien et avait décidé de les changer de l'intérieur, ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Vous suivez mon regard. Il a ensuite, pour ses idées, passé 17 ans en prison, sans être jugé. Dans un premier temps, ensuite jugé, condamné. Bref, nous recevons aujourd'hui l'une des personnalités les plus importantes que le Cameroun possède. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte. Chers téléspectateurs, recevez avec moi le professeur Titus Edzoa. Bonjour, professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, malgré le froid qu'il fait à Paris aujourd'hui. Mais la chaleur est à l'intérieur. Ouais. Je vais bien, merci. Bon, ben, il ne fait que 3 degrés dehors, hein, c'est pas... Oui, pour vous qui êtes habitués, c'est rien, mais pour nous, l'Afrique, on trouve qu'il fait un peu froid. Bon. Mais je pense que mes neurones seront assez aptes à suivre. Je n'en doute pas. Juste à côté du professeur Edzoa, mon fidèle collaborateur, Joël Didier Ngo. Bonjour, salut Joël. Bonjour Jackie. Tu as aussi froid? Il fait froid, on ne s'habitue jamais au froid. Bon, moi je m'y suis habitué, vous voyez, je n'ai pas de pull. On ne s'habitue jamais au froid. Bon, ben, je vous souhaite particularité. Je vous souhaite pas d'aller au Canada en ce moment, il y a moins 20. Et j'ai goûté cela à Ottawa, moins 42. Donc le truc. Voilà pourquoi je peux tenir aujourd'hui. Alors, professeur, je ne vais pas vous poser des questions que mes confrères vous ont déjà posées depuis plusieurs années. Nous allons faire une discussion. On va aller vraiment à bâton rompu. Même si j'ai griffonné 2-3 trucs, ce sera à bâton rompu. Vous allez nous enseigner des choses à partir des questions que Joël et moi allons vous poser. Car lorsqu'on a la chance de voir des personnalités comme vous, on doit avoir l'humilité d'apprendre d'eux. Voilà. Vous aviez refusé de participer aux dernières élections présidentielles d'octobre 2018 au Cameroun du fait qu'une guerre civile sévissait et sévit toujours dans le nord et le sud-ouest. Avec recul, pensez-vous que ce fut une bonne décision? Dans votre livre que j'ai ici, page 96, vous parlez de cette crise-là. Est-ce que le grand dialogue national qui vient de se dérouler au Cameroun a permis de trouver des voies et moyens pour sortir de la crise? Voilà la première question à 2 volets. Alors, la décision que j'avais prise de ne pas me présenter aux élections présidentielles, cette décision, je ne la regrette absolument pas. Parce que les raisons pour lesquelles je l'avais prise demeurent. Et non seulement elles demeurent, or vous savez, plus une guerre perdure, plus les conditions des destructions déjà ne font qu'empirer, que s'empirer. En plus, vous savez, on dit en général, si vous voulez la paix, il faut préparer la guerre. Monsieur Biel l'avait dit. Mais bonjour. Je pense autrement. C'est-à-dire, si vous voulez la paix, il faut préparer la paix. Alors ça peut heurter. Parce que quand vous êtes prêt à préparer la paix, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et aujourd'hui, nous ne vivons pas seulement la guerre. On vit une guerre spéciale, particulière. C'est une guerre civile, c'est-à-dire que tous les jours, c'est des Camerounais qui s'entretuent. Alors, vous savez, pour moi, la guerre,
c'est la négation absolue de l'humanité. La guerre, c'est la négation absolue de l'humanité. Et si je transfère cela au Cameroun, la guerre aujourd'hui qui sévit au Cameroun, c'est la négation du Cameroun. Alors, pensez-vous, quand vous êtes patriote, ou même si vous l'êtes un peu moins, c'est une préoccupation de tous les jours, avec tout ce que cela comporte. Sur le plan personnel, comment est-ce que le Camerounais que vous êtes vivez au quotidien cette guerre-là que nous voyons à travers les réseaux sociaux de loin, car les télévisions camerounaises n'en parlent presque pas? Pour moi, c'est un drame. Si je me réfère d'abord à ma profession, je suis un médecin. J'ai été préparé pour sauver les vies. Et puis, quand vous sauvez les vies, vous vous rendez compte de la relativité des choses. Parce qu'un médecin sauve la vie, oui. Mais que fait-il? Il ne fait qu'aider les lois à s'appliquer. Donc, il apprend ce qu'on appelle l'humilité, la modestie. Alors, quand vous voyez des gens qui ont des responsabilités, qui n'ont pas ce genre de principe, alors pensez-vous, pour un Camerounais comme moi, qui vous parle, de surcroît patriote sur le plan politique, je vis un drame tous les jours. Et aujourd'hui, devant vous et à travers vous, je vais réitérer que nous courons vers la folie en maintenant cet état des choses. Et je suis vraiment désolé. Le deuxième volet de ma question était de savoir est-ce que le grand dialogue national qui vient de se dérouler au Cameroun a permis de trouver des voies de sortie de cette crise pour vous? Je dirais que d'abord, vous savez, pour que le grand dialogue ait lieu, il est sorti par le forceps, c'est-à-dire que ce n'était pas une chose facile. Et le seul fait qu'il y ait eu ce dialogue, c'est une victoire. Mais le jour où l'application de ce qu'on aura à l'intérieur de ce dialogue décidé, je pense que ce sera un triomphe. Mais pour le moment, nous restons à notre fin. Le grand dialogue a eu lieu avec, disons, certaines dispositions qui n'ont pas plu à tout le monde, mais qu'importe. L'important a été qu'au moins on se parle pour une fois. Seulement en ce moment, on attend qu'il y ait l'application des propositions qui auront été retenues. Et si bien que je suis patient et j'espère que ça se fasse le plus tôt possible. Je le dis. Oui, je rebondis là-dessus parce que, et sur la première question, parce que avant le grand dialogue, la difficulté qu'on a souvent avec un certain nombre de dirigeants et même d'acteurs de premier plan de la scène politique camerounaise, c'est la perception qu'ils ont en réalité banalisé la crise anglophone, banalisé ce qui est devenu la guerre civile, comme vous le disiez, et qu'il y a même une forme de déni au niveau des victimes, parce qu'on parle de 3000 morts, d'autres en sont aujourd'hui à parler avec les 500 000 déplacés, à plus que ça. Et la difficulté qu'on a du mal à comprendre, c'est que malgré tout ça, les gens sont allés au dialogue, certes, mais un dialogue qui était entre soi, sans les principaux protagonistes, quand bien même ce sont des adversaires, mais c'était un dialogue entre soi. Et j'aimerais que le professeur nous dise, est-ce que l'éventualité qui est mise par un certain nombre de nos partenaires internationaux, qui parlent actuellement
de refaire un autre dialogue, mais là sous supervision internationale, médiation ou supervision internationale, et aussi une des possibilités de sortie de cette crise-là. Mais bien sûr, il y a des principes qu'il faut savoir respecter. Vous ne pouvez pas aller à un dialogue s'il y a deux parties qui ne s'entendent pas et que dans le dialogue, il n'y a qu'une seule partie. Mais je pense que ça, c'est le b.a.-ba. Parce qu'il n'y a aucune... je dirais, il faut le respect des uns et des autres. Dans la mesure où, même s'il y en a qui ont pris des armes, mais pour arranger un problème, il faut que les deux s'assoient, qu'ils puissent se regarder. Ça, c'est la première étape qui pourrait donner lieu à un espoir d'arrangement de problème. Deuxièmement, un problème comme celui-là, on aboutit à la guerre. Eh bien, la guerre n'a jamais résolu un problème quel qu'il soit. Cela se saurait. Il finit toujours par une trêve. On finit par se serrer la main. Et d'ailleurs, en tant que Camerounais, c'est ça que nous souhaitons. Si bien que, s'il y a eu amorce par le grand dialogue, ce que nous appelons grand dialogue, la parenthèse ne doit pas être fermée. Elle doit absolument et d'une façon permanente être ouverte pour que on puisse prendre, n'est-ce pas, la balle au vol. Si bien que je ne trouve aucune restriction de pensée ou d'action pour que, si le grand dialogue n'arrive pas à résoudre ce problème, qu'on puisse avoir pas seulement des témoins, mais des amis, qui soient africains ou occidentaux, pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce que rien aujourd'hui au Cameroun ne peut aboutir tant qu'il y a cette guerre. Donc je suis tout à fait ouvert et j'apprécie d'ailleurs l'intervention de tout ce qui pourrait nous aider, mais qu'il soit entendu que quelle que soit l'aide, la paix ne peut se faire qu'entre nous, les Camerounais. Si je suis, en suivant votre logique, le développement de votre logique, M. Sissoko Ayutabe devrait recouvrir la liberté pour pouvoir être à la table des discussions. Ce n'est même pas un préalable de liberté. Il pourrait même, dans les conditions où il se trouve, participer, n'est-ce pas, à cet échange. Il ne faut pas le diaboliser. Parce que pour qu'on puisse, alors qu'il a été condamné, ou même l'élargir, il faut ouvrir les portes. Parce que la prison n'arrange rien du tout. Il faut écouter. Il faut donner cette possibilité d'échange. Et pourquoi pas, demain, pourquoi pas nous pardonner entre nous? Si bien que ce que j'ai dit tout à l'heure, pour préparer la paix, il faut préparer la paix. Oui, c'est pas la guerre. Alors, ça rentre dans ce canevas des choses. Et je vous assure, la paix ne se donne pas. Elle se conquiert. Et une fois qu'on l'a conquise, par des sacrifices, par des concessions, il faut la préserver. C'est la façon dont on va faire la paix qu'elle pourra se conserver, d'autant plus. Voyez-vous. Alors, tout cela va dans une prise de conscience avec beaucoup d'humilité. Et j'ose dire ce mot, il faut avoir un peu d'amour pour l'autre. Et c'est l'amour qui nous permet de respecter l'autre. Il ne faut pas être figé. Et pour faire la paix,
il faut être capable de concéder. Joël, tu voulais Oui, dire je quelque chose? rebondis sur les termes du professeur, qui sont des termes forts. Et là, je me viens immédiatement, lorsqu'on parle de dialogue national, je me dis toujours, c'est en fait plus qu'un dialogue national, il faut une réconciliation nationale. Et comment pouvez-vous articuler un processus de réconciliation nationale dans une société qui est aussi touchée par des crises multiformes, hein. Là, c'est la crise anglophone, mais notre société est partagée actuellement par différentes crises. Et comment voyez-vous, comment pourrait s'articuler un processus de réconciliation nationale? Est-ce qu'il passerait par la libération de ces prisonniers politiques, parce que ce sont des prisonniers politiques, pas seulement anglophones, moi j'englobe plus que ça, et comment intégrer la société civile, même si elle est balbutiante, elle est là. Comment voyez-vous la sortie, parce que nous souhaitons tous une sortie véritable, l'issue serait un processus où le Cameroun retrouve enfin ses fils et ses filles autour d'un consensus national. Je veux vraiment insister sur le fait que comment voyez-vous la sortie par une réconciliation nationale au Cameroun? Oui, le Cameroun se trouve dans une situation, je dirais, extraordinairement difficile, à tous égards. Hier, quelque part, j'ai fait certains constats. Mais ces constats sont des préalables, c'est-à-dire il faut prendre conscience, non seulement au niveau de ceux qui gouvernent, mais au niveau du citoyen. À un certain niveau, nous avons constaté que les institutions se sont affadies. Nous avons constaté une certaine négation, je dirais même absolue, des valeurs. Nous avons constaté une misère. Elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est d'abord mentale. Nous avons constaté que tout le monde va dans tous les sens. Alors, pour la réconciliation, je pense qu'il faut en même temps prendre conscience de toutes ces carences qui sont essentielles pour la vie de tous les jours du citoyen. Évidemment, on ne va pas attendre tout pour qu'on prenne conscience, pour arranger certains problèmes. C'est pourquoi il faut serrer les problèmes. Et je réitère donc que pour une réconciliation nationale, il faut d'abord la paix. On ne peut rien faire s'il n'y a pas cette paix. N'oubliez pas que l'homme a des énergies qui sont limitées. Donc on ne peut pas utiliser toutes ces énergies en même temps, sinon on court le risque de ne rien résoudre. Alors je dirais qu'il faut serrer la solution des problèmes, la paix, et à l'intérieur de cette paix, nous pouvons résoudre un certain nombre de problèmes urgents, à savoir le problème qui nous taraude aujourd'hui, c'est-à-dire être francophone ou être anglophone, à quoi ça rime? Est-ce qu'il ne faut pas revoir, n'est-ce pas, ces principes, ces conceptions qui, au lieu de nous unir, nous divisent? Et c'est pour cela que je pense que dans la réconciliation, dans la trêve de la guerre, on doit en même temps intégrer la compréhension de ces principes. Et pour comprendre ces principes, on doit revoir l'histoire de notre pays, remettre les dates, les principes, voir qu'est-ce qui nous a amenés à être francophones et anglophones,
comment cela a-t-il évolué. Et à la fin, je pense qu'on va se rendre compte qu'au fait, la diversité est une richesse. Et en conciliant cette diversité, on aboutit à une véritable unité. Ce programme vous est proposé par Devisé au fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, vous êtes toujours sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui le professeur Titus Edzoa qui est venu nous parler du Cameroun et surtout nous présenter ce livre qui vous donne, oui certes, les mots du Cameroun, mais aussi les remèdes pour guérir ces mots-là. Le livre c'est Cameroun, combat pour mon pays, édité aux éditions du Boris. Nous remercions l'éditeur qui est en coulisses. Vous ne le verrez pas cette fois-ci, mais vous le connaissez très bien. Peut-être il permettra que je mentionne son nom. Voilà, le livre donc c'est Titus Edzoa, Cameroun, combat pour mon pays, que vous pouvez retrouver dans les librairies. Je vous mentionnerai tout cela, vous saurez où les trouver. Vous pourrez même le commander sur Amazon pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, et un peu partout. Vous le recevrez certainement dans vos boîtes aux lettres. Ce livre se lit et se digère très facilement. Vous avez écrit ce livre comme un sage, Titus Edzoa, car on lit une page en moins de 3 minutes. Je vous remercie. C'est un livre qui a voulu être à la disposition du Cameroun lambda, sans trop philosopher, parce que j'ai écrit un premier livre, Les Méditations de prison, qui était plutôt philosophique. Plutôt pour les initiés. Pour les initiés à la philosophie. Je n'ai pas tout compris. Alors, avec mon éditeur, on a convenu de mettre à la disposition la petite expérience que j'ai pu avoir dans ma carrière professionnelle, surtout d'homme d'État et d'homme politique. Donc j'ai voulu que ce soit un petit roman, mais pas lyrique, mais il est froid, mais il se lit, je pense, comme vous dites, très facilement. Très facilement. Alors, je ne peux pas m'empêcher de donner le nom de l'éditeur, les éditions du Boris. À la tête, c'est mon grand frère Charles Onana, que vous connaissez très bien, qui a pondu pas mal de livres sur beaucoup de situations en Afrique. Charles Onana, qui m'a inspiré pour le documentaire Charles Ntchorere, un Africain face aux nazis. Voilà. Il va peut-être m'en vouloir donner son nom, car son père aurait dû l'appeler Modeste au lieu de l'appeler Charles, mais bon, voilà. Moi, je ne suis pas modeste quand il faut parler de lui. On va revenir sur le questionnaire. Sur le livre, je voudrais quand même revenir sur le livre, parce que l'auteur du livre est quand même assez singulier. Je voulais relancer le professeur sur des épreuves qui sont les siennes. Et parce que le premier livre était déjà assez marquant dans le sens où on se disait, mais après 17 ans de séquestration, parce que moi j'utilise le terme séquestration, qui ont été les vôtres, est-ce que au fond vous aviez déjà tout ça dans votre inconscient, parce que le premier livre est quand même assez conséquent, et celui-là, on se dit, vous êtes en fait en train de nous, c'est la sagesse, distiller tout ce que vous portiez déjà en vous, ou alors c'est comme dit Jackie, le fruit d'une sagesse qui vient au fil du temps. J'essaie de percevoir quand est-ce que tout ce travail a pu germer chez vous, tout ce que vous dites actuellement a pu germer chez vous. Pendant la séquestration, vous pensiez déjà à ça, ou alors c'est le fruit d'une vie, parce que c'est pas évident. Certains de vos co-détenus n'ont pas eu la même dextérité. C'est pourquoi je vous pose cette question-là. Alors, pour écrire un livre, c'est simple et c'est compliqué. Oui. C'est compliqué d'abord parce que on ne décide pas d'écrire un livre. C'est une idée qui mûrit en vous, et à un moment donné, vous sentez que non seulement vous pouvez
porter certains messages, mais il faut que vous sentiez l'environnement. Donc, lorsque j'étais en séquestration, je ne vous le concède pas parce que effectivement, j'ai jamais été en prison. J'ai été séquestré dans une cellule pendant 17 ans. Et quand je le dis, ce n'est pas pour encenser ceux qui en sont responsables. Je le dis pour que des choses comme ça ne se répètent plus, parce que je crois avoir peut-être creusé le sillon, mais je souhaite qu'on ferme ces vannes, parce que le Cameroun ne mérite plus d'avoir des retards de ce genre-là. Ceci dit, si je n'insiste pas, c'est parce que j'évite toujours d'être une victime. Je garde ma dignité et je respecte les autres, et je pense que dans leur conscience, quelque chose peut se passer. Alors, ceci dit, l'homme est une histoire inachevée. Donc, quand vous vivez, il y a des choses que vous expérimentez, des choses souhaitées, et d'autres qui ne le sont pas. Alors, de temps en temps, je pense qu'il faut prendre du recul, et quand vous avez pris ce recul, ça devient une joie de partager certaines découvertes que vous avez pu faire pour vous-même, mais vous dites, ça peut aussi servir aux autres. En l'occurrence, quand on parle de ce livre, en politique, j'ai pensé que il était temps de partager certaines expériences et dissiper certaines quiproquos de façon à ce que l'apport individuel que chaque citoyen peut apporter soit positif. Alors, vous devez aller creuser au fond de vous, dans votre subconscient et dans votre conscience, et l'écriture vient. Et là, l'effort qu'on doit faire, c'est d'écrire pour que les autres puissent comprendre. Et c'est pour cela que l'éditeur est très important. Voilà pourquoi je le mentionne. Tout à fait. Parce que, comme j'ai dit toujours, sans lui, le livre n'aurait pas été aussi simple. Parce que je me sens très à l'aise dans le milieu philosophique. Mais quelquefois, quand l'intellectuel élève les débats, il devient un peu égoïste, il pense que tout le monde peut comprendre. En effet. Et on a besoin d'être, n'est-ce pas, d'avoir un environnement qui vous dise attention, n'allez pas trop loin parce qu'on peut vous comprendre, mais la plupart ne peuvent pas vous comprendre. C'est pour cela que la simplification de ce livre, je le dois à mon éditeur. Et j'en suis vraiment heureux qu'on lui fasse et qu'on nous fasse ce compliment. J'ai envie de l'applaudir. Je insiste, pourquoi j'ai parlé de séquestration, c'est parce que à un moment, moi je suis déjà agréablement, vraiment, je vous le dis, j'ai l'occasion de vous le dire, mais je vous le redis, de voir que vous avez pu, on n'a pas pu séquestrer votre intellect, en fait. Parce que pendant des années, je peux le dire ici, j'ai milité pour votre libération. Beaucoup de Camerounais ont pensé que... Via ton association, il faut le dire. Oui, il faut dire les choses. Je militais au sein du comité de libération de Thierry Michel à Tangana. Mais ce que les Camerounais ne comprenaient pas, c'est que c'était en fait, nous militions pour que, à travers Thierry Michel à Tangana, qui était français, c'est Titou Sétua que vous... et les autres qui sont... Voilà. Parce qu'on est dans un pays où, quand vous alliez vers les autorités françaises, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'ils ne bougeaient, j'avais constaté qu'ils ne bougeaient que lorsqu'on leur parlait d'un compatriote français qui était en séquestration.
Donc c'est pourquoi je suis souvent agréablement surpris et même émerveillé quand je vois M. Titus Sédiois, parce que je me dis, chaque fois que des amis, notamment Dominique Sopo et les autres, allaient pour Thierry Michel Atangana, je m'assurais toujours en leur disant, est-ce que vous avez vu Titus Sédiois? Comment va-t-il? Au moins, avez-vous pu l'apercevoir pour vous dire que ce fut un combat qu'on a porté et qui est véritablement la meilleure récompense, c'est à travers les œuvres que vous faites, c'est la meilleure liberté que vous donnez et le meilleur legs que vous donnez au travail que nous avons, à la modeste contribution qui a pu être la nôtre. Et c'est pourquoi je parle de séquestration, parce qu'on a suivi la sienne du début et notamment à la fin où ce fut véritablement un combat. Beaucoup de Camerounais sont juste arrêtés sur Thierry Michel Atangana. Ah, mais si vous permettez. Bien sûr, monsieur. C'est vous l'invité, hein. Oui, si vous permettez, vraiment, j'en profite pour vous signifier ma profonde gratitude. C'est pour cela que je pense que lorsqu'on fait un combat, il y a deux côtés. Il y a le côté visible. Il y a l'autre côté qui est invisible. Et j'ai la conviction que je suis sorti de cette séquestration, non seulement pour ceux qui ont fait visiblement des choses positives à mon égard, mais aussi, et j'y crois fermement, et aujourd'hui j'ai la démonstration, que ceux qui le faisaient d'une façon invisible ont fait un travail aussi performant, aussi fort, sinon plus fort. Et aujourd'hui, je crois que cette liberté, je dois l'utiliser dans le sens positif pour l'émancipation de mon pays. Nous allons saluer ceux qui sont encore en prison. Je citerai des noms, citez les vôtres si vous trouvez des noms. Je vais saluer ici M. Jean-Marie Atanda Mabara. Je vais saluer, quel que soit ce qu'on en dit, M. Atanda Kouna, je vous salue. Je salue M. Mbengo. Je salue Mamadou Mota. Je salue M. Sissiko Ayubtabe. Vous avez des noms, vous en connaissez? Au-delà des noms, ce qui est important, c'est que il faut retenir qu'à travers la libération de M. Titus Sédiois, de Thierry Michel Atangana, ce qui fut le comité de Thierry Michel Atangana, parce que nous étions les chevilles ouvrières dans ce comité, on a créé le comité de libération des prisonniers politiques. C'est de là qu'il vient. Beaucoup de Camerounais ne savent pas, mais c'est de là qu'il vient. C'est de là qu'il vient. Tout à fait. Alors on salue Thierry Michel Atangana, que je n'ai pas revu depuis le mois de juillet dernier. Je salue aussi Maître Lydia Neyoum, qui avait été sur ce plateau. Alors, Titus Sédiois, que lorsqu'on évoque la date du 11 février, qu'est-ce que cela vous fait? 11 février, c'est quoi pour vous? En général, quand on évoque la date du 11 février, c'est la fête de la jeunesse. C'est le 10 février, non? Non, c'est le 11 février. D'accord, c'est le 11 février, la fête de la jeunesse. Oui, mais en général, la plupart des Camerounais ne savent pas que c'est le 11 février que le Cameroun a perdu le Northern Cameroun. Et le Northern Cameroun, qui par plébiscite organisé par les Nations Unies, sous l'égide de la Grande-Bretagne, nous avons perdu toute une partie de notre pays. Et le premier président, peut-être sans l'avoir expliqué d'une façon explicite, ou alors en ce temps-là, on ne s'occupait pas tellement de politique, mais c'est une date qui, au fait, rappelle une amputation de notre pays due à la décision de l'extérieur. Alors, maintenant on fête le 11 février comme fête de la jeunesse, et je pense que c'est peut-être dans cette vision que
vous me posez cette question. Non. C'est-à-dire pour... Je vais vous ramener là-dessus. Nous sommes le 1er décembre, chers téléspectateurs. Nous tournons cette émission le 1er décembre 2019. Je vais souhaiter quelque chose, professeur Titi Sedouan, que nous gardions une minute de silence pour l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, décédé le 30 novembre 1989, ça devait être un jeudi, si j'ai bonne mémoire. 29 novembre. 20 novembre, bon, je l'ai su le 30. À l'époque, la télé, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Donc, cela fait 30 ans et 2 jours qu'il est décédé. Et nous venons d'apprendre ce matin que son fils est décédé à Nice. 30 jours après papa, il s'en va aussi. Donc, je vous prie que nous gardions une minute de silence. Voilà. Je vous remercie. À ceux qui diront que la minute de silence n'a fait que 30 secondes, sachez que le temps de la télé n'est pas le temps normal ou ordinaire. Voilà. Nous vous adressons nos sincères condoléances à Germaine Ahidjo, à ses enfants, voilà, ses filles. Nous sommes vraiment navrés pour ce qui arrive à votre famille et nous nous joignons à votre douleur. Merci. Revenons sur le 11 février. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Je ne sais pas si Joël, tu étais au courant. C'était la date d'imputation du Parti du Cameroun. J'apprends toujours dans cette émission. Je ne le savais pas. Mais pour moi, le 11 février, c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez très bien. Oh, mais non seulement que je connais très bien, que vous tous vous connaissez très bien. C'est l'anniversaire de notre président de la République. L'éternel président de la République, là. D'accord. Bon, ben... À cet éternel président de la République, vous aviez adressé un courrier le 11 février 2018, qui était une lettre ouverte. Vous avez-il répondu ou vous a-t-il répondu entre-temps? Oh, lorsqu'on écrit à un président de la République, on ne s'attend pas qu'il y ait du mot au Cameroun qu'on vous réponde, parce que même le silence est une réponse que j'interprète à ma façon. Mais c'est un canal que j'ai utilisé quelques fois pour pouvoir, d'une façon respectueuse, dire ce que je pense et le joindre directement parce que je pense que il y a des moments où il faut dire certaines choses, mais quand je lui ai écrit par lettre ouverte, c'est-à-dire en même temps. Il faut que les Camerounais sachent ce que je lui ai dit, parce que c'est une confidentialité sans doute, mais ce n'est pas un problème personnel. C'est pour cela que quand j'ai écrit au président de la République le 11 février, c'était une lettre ouverte pour lui dire directement ce que je pensais, mais avec comme témoin les concitoyens. Oui. Ben, le président Pobia ne vous a pas répondu, comme il ne répond jamais à personne. Je ne sais pas s'il ne répond à personne, mais moi je n'ai pas reçu de réponse. Pour qu'à cela tienne, mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il a reçu ma lettre, et c'est ça le plus important. Ben, il ne répond à personne, et surtout pas à la diaspora qui est carrément mise de côté. On a l'impression que la diaspora fait peur au Cameroun. Nous allons maintenant entamer l'instant Ingo pour parler de cette diaspora-là. Alors Joël, c'est à toi. Non, au-delà, avant même la diaspora fait partie du peuple camerounais. Hier, le professeur, lors de la présentation de son livre Cameroun Fight for My Country, a eu un diagnostic que je trouvais assez parfois pessimiste en parlant du peuple hagard. Moi, je voulais, avant même d'aborder d'aller sur la diaspora, d'ailleurs les deux vont ensemble, hein, parce que le diagnostic que vous faites aussi sur la diaspora, lorsque vous parlez des restrictions faites à la diaspora, je voulais vous demander, et j'en profite pour vous dire, comment expliquez-vous la persistance de ces restrictions-là? Avant, on a parlé d'Amadou Ahidjo, sous le régime d'Amadou Ahidjo, il y a eu beaucoup de choses. On peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut disserter là-dessus. Mais comment
expliquez-vous que vous qui arrivez au pouvoir avec tout ce côté moderne, on percevait ça comme de la modernité dans les années 80, dans les années 90. On se retrouve aujourd'hui avec les mêmes restrictions, la même vision obscurantiste de la diaspora. Et ça rejoint aussi ce que vous dites sur le peuple hagard camerounais. Je me suis dit, en vous écoutant, en vous disant, votre diagnostic est quand même assez dur. Au-delà du fait que ça stimule la conscience collective, mais quand même, c'est un diagnostic qui n'est pas flatteur sur le peuple que vous avez vu, que vous voyez tous les jours. Et je ne l'oppose pas à la diaspora parce que pour moi, c'est le même continuum, en fait. Vous savez, pour faire un diagnostic, il faut être froid. Oui. On ne fait pas un diagnostic pour faire plaisir. Évidemment. Le diagnostic est l'étape préalable pour soigner. Donc, s'il n'est pas bien fait, vous ne pouvez pas soigner. C'est le médecin qui parle. Oui. Alors, j'ai fait ce transfert en politique qui ne déroge pas à la règle. C'est la même chose. Donc, il ne faut pas tourner à gauche, à droite, parce qu'après, vous n'avez pas les moyens pour résoudre quelque chose que vous ne percevez pas. Donc, c'est une logique implacable. Maintenant, la question que vous posez, je me la suis posée avant vous. Comment cela se fait-il qu'après avoir eu cet élan de changement, cet élan de construire quelque chose de nouveau, on a avec le temps perdu le sens, si sens il y avait. Au fait, le problème qui se pose pour la diaspora, cette frilosité de la diaspora, c'est une instance qui paraît spécifique, mais elle ne l'est pas. Que ce soit la diaspora ou alors un certain type de Camerounais intellectuels ou alors engagés au Cameroun n'a pas d'espace, non seulement pour pouvoir s'exprimer, mais pour agir. Alors, j'ai eu ce privilège d'être au cœur du système. Et j'ai perçu, peut-être pas avant les autres, mais avec une acuité particulière. Après avoir donné ce que je pouvais donner. C'est pour cela que j'ai surpris la plupart en démissionnant. C'est-à-dire que la question que vous posez pour la diaspora, je peux vous dire que j'étais perçu comme une diaspora interne. Ah bon? Oui. Comment ça? C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau, qui ne voit pas les choses toujours comme les autres, qui est courageux, qui dit ce qu'il pense avec respect, et qui voudrait que on décolle parce qu'on a tout ce qu'il faut pour décoller, et vous vous retrouvez comme isolé, comme si vous n'étiez pas des leurs. Mais je pense que c'est comme ça qu'aujourd'hui qu'on perçoit un peu la diaspora. Et pour donner un signe fort, je me suis dit, je ne suis pas rentré dans mon pays pour prospérer. C'était pour donner quelque chose que je pensais noble. Car vous auriez pu vivre en Occident avec ce que vous avez fait comme... Non seulement j'aurais pu vivre, je pourrais le vivre même aujourd'hui. Même aujourd'hui, oui, vu ce que vous savez faire, franchement. Oui. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on rejette les meilleurs. Alors, le service, oh, mon Dieu. Cette conception de service, qui n'est pas quelque chose d'oblatif, c'est quelque chose de viscéral, parce que pour évoluer moi-même, je pense que pour évoluer, je dois donner
Et c'est en donnant qu'on reçoit, même si ce n'est pas physique, si ce n'est pas matériel. Bon, ces conceptions au Cameroun, vous êtes considérés un peu comme l'extraterrestre. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.